Dans l'Alaska sauvage et hostile, il y a des endroits qui inspirent pour le respect et d'autres qui inspirent la terreur pure. L'un de ces lieux est le village abandonné de Portlock. Autrefois paisible village côtier, Portlock renfermait un secret qui glaçait le sang. Des personnes ont disparu, des corps ont été retrouvés dans un état épouvantable et la taïga brumeuse résonnait de bruits étranges comme des cauchemars. Mais qu'est-ce qui a poussé des générations de colons à fuir, laissant leur maison derrière eux? Qui ou quoi a chassé les habitants de cette terre? Les légendes du Nantenok, une mystérieuse créature à deux pattes, d'empreintes géantes et de rencontres mortelles, se transmettent de bouche à oreille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire sombre de ce village maudit pour découvrir les secrets des disparitions humaines et d'un lieu mystérieux qui inspire la peur à ses habitants depuis des siècles. Bienvenue à Portlock, un endroit où le brouillard cache des réponses et où les mythes deviennent des vérités effrayantes. Something in my yard that was big and heavy and made the ground shake. Probably the most concrete base for Bigfoot. Contrairement aux nombreuses villes fantômes disséminées en Amérique, Portlock a une histoire unique. Au cours des siècles, des colons ont tenté de s'y installer à 4 reprises, mais à chaque fois, ils l'ont abandonné face à des menaces inexpliquées. Le tout premier explorateur documenté à avoir posé le pied sur les terres de Portlock est un capitaine britannique nommé Nathaniel Portlock, qui est arrivé ici en 1785. Cette rencontre a donné son nom à la Terre, mais a également marqué le début de son histoire maudite. Il terrorise les gens, tue leurs animaux de compagnie et adopte généralement un comportement destructeur. C'est exactement le genre de spécimen que j'aimerais prendre. Si je me retrouve un jour ou une nuit dans les bois et que je vois un Bigfoot, je ne tirerai pas. Il faut que cela arrive pour que la science reconnaisse l'existence de ces créatures. Lorsque l'équipe de Portlock est arrivée sur le site, elle a été choquée de découvrir les vestiges d'un ancien village amérindien. Les signes étaient évidents. Des gens avaient vécu ici, mais pour une raison ou une autre, ils avaient tous disparu. Cette découverte laisse l'équipe de Portlock perplexe. La terre était riche en gibier et en poissons, un endroit idéal pour le développement d'une communauté. Alors, pourquoi les anciens colons ont-ils quitté un endroit aussi idéal? Malgré ce mystère, Portlock et ses hommes décident d'établir une colonie. Mais bientôt, les membres de l'équipe commencent à tomber malades. Ce n'était pas une maladie ordinaire. Elle s'accompagne d'une peur intense, d'un sentiment d'effroi rampant qui submerge même les hommes les plus forts. Effrayés et affaiblis, les membres de l'équipage supplient Tom Portlock de quitter les lieux. À contre-cœur, il accepta et ils quittèrent la terre qui allait porter son nom. Sans le savoir, ils ne sont pas les premiers Européens à rencontrer les forces étranges qui entourent Portlock. 6 ans seulement avant l'arrivée de Portlock, un groupe d'explorateurs espagnols avait tenté de s'installer dans la même région. Eux aussi trouvèrent étrange qu'une terre aussi généreuse ait été abandonnée par ses premiers habitants. Tout comme les habitants de Portlock, ils furent bientôt pris d'une étrange maladie et d'un sentiment de peur dévorante. Les explorateurs espagnols commencent à entendre des cris sinistres provenant des forêts de dense et des bruits qui se rapprochent chaque nuit. L'un après l'autre, les membres de l'équipage succombent à la peur et à la maladie et finissent par s'enfuir. L'équipage espagnol avait déjà enduré des conditions difficiles et un climat brutal, mais quelque chose dans cet endroit était différent. Quelque chose dans le Portlock les a fait renoncer à leur détermination. S'agissait-il d'une maladie particulière ou est-ce autre chose qui les a poussés à fuir une terre si prometteuse? Je pense qu'ils cherchent que de la nourriture, peut-être en pillant un campement ou en se faufilant en hiver. Ils cherchent des gens qui ont des élevages de poulets, de moutons ou autres, pour manger rapidement.
L'une des théories avancées est celle des infrasons. Les infrasons, c'est-à-dire les ondes sonores de basse fréquence produites par certains mammifères, peuvent affecter les humains de manière inquiétante, provoquant des nausées, des vertiges et un sentiment d'anxiété irrésistible. Bien qu'inaudibles pour l'oreille humaine, leurs effets peuvent être puissants et désorientants. Même les créatures les plus robustes, comme les tigres, utilisent les infrasons pour paralyser leur proie. On pense également que les cachalots utilisent des tactiques similaires pour effrayer leur cible et la faire se figer. Si les infrasons étaient bien le coupable, il pourrait s'agir d'un prédateur naturel se cachant dans les forêts et émettant ses ondes pour chasser les hôtes indésirables. Cependant, la véritable nature du prédateur reste inconnue, et des horreurs bien plus grandes encore attendent ceux qui oseront revenir à Portlock dans le futur. Pendant plus de 80 ans, Portlock s'est resté abandonné, sans être touché par la main de l'homme. Puis, en 1867, un groupe de nomades Sukbiak, originaires de la région, décida de s'y installer. La terre offrait une abondance de ressources, depuis les coquillages et le poisson, jusqu'aux élans qui parcouraient pas les forêts. Ils se sentent bénis d'avoir trouvé une terre aussi riche et célèbrent le début de leur nouvelle vie. Mais leur paix fut de courte durée. 1 mois après leur arrivée, ils ont été attaqués. Mais ce n'était pas le genre de raid auquel ils étaient habitués de la part de tribus en guerre. Les attaquants, selon eux, étaient bien plus redoutables. Des géants cannibales, des créatures monstrueuses qui se sont abattues sur leur village avec une faim inextinguible. Ces géants ne venaient pas chercher de la nourriture ou des provisions. Ils venaient d'y chercher de la chair humaine. Nuit après nuit, les attaques se poursuivent, toutes plus brutales les unes que les autres. Les assaillants, de taille gigantesque et de nature primitive, ne connaissaient aucune pitié et attaquaient le village avec une férocité qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant. Les villageois tentèrent de se battre, espérant défendre leur nouveau foyer. Mais les attaques incessantes les épuisent. Étrangement, lorsque le gibier était abondant dans la forêt, les géants disparaissaient, laissant le village tranquille. Mais dès que les animaux se faisaient rares, les géants revenaient, encore plus assoiffés de sang qu'auparavant. Les géants mangeurs d'hommes étaient de retour. La nourriture se raréfiant dans la forêt, les géants attaquèrent dans le village plus souvent, et les Sukbiak quittèrent à nouveau la maison. Ils quittèrent Portlock en 1905, mais non sans avoir raconté leur terrifiante rencontre avec des géants cannibales. Les histoires de raids nocturnes et de créatures chassant l'homme se sont répandues, jetant une longue ombre sur Portlock, où personne n'a osé s'installer pendant de nombreuses années. En 1921, cependant, un autre groupe s'est aventuré sur cette terre maudite. Une communauté nomade de Russes halutiques arriva, apportant avec elle le progrès et la sécurité du XXe siècle. Ils établirent une conserverie animée pour profiter de l'abondance du saumon, construisirent un bureau de poste, une école et d'autres installations nécessaires dans le but de créer une véritable ville moderne pour l'existence du Bigfoot. Malgré les histoires contes de Nantenoke, décrits par certains comme mi-homme, mi-bête, et par d'autres comme une créature géante et velue, ils étaient d'autres déterminés à faire de Portlock une communauté sûre et prospère. Règles et restrictions au pays des fantômes. Les Alutiiks connaissaient bien les légendes de Portlock grâce à leurs ancêtres Sukbiak qui les avaient tués il y a de nombreuses années. Les Nantenok étaient connus pour rôder dans les forêts brumeuses, et les Alutiiks n'étaient pas prêts à ignorer les avertissements. Pour se protéger, ils ont imposé des règles strictes, à commencer par un couvre-feu nocturne. Des gardes armés ont été postés autour de la conserverie, de l'école et même dans les rues pour assurer la sécurité des habitants. Par-dessus tout,
Les Alutiiq évitaient à tout prix le brouillard et la forêt dense. Les jours de brouillard, les villageois restaient chez eux, écoutant les récits de ceux qui, depuis près de 10 ans, entendaient des bruits inquiétants dans le brouillard. Il semble que ces précautions aient dû porter leurs fruits. Bien que les habitants aient y parfois entendu quelque chose de non humain se déplacer dans le brouillard, sa présence a été contenue. Portlock prospère en paix jusqu'à ce qu'un événement funeste vienne ébranler la ville, révélant à quel point le danger était réel. Une erreur mortelle. Au fur et à mesure que Portlock grandissait, le sentiment de sécurité des habitants diminuait et, vers 1930, ils commencèrent à respecter de moins en moins les règles autrefois strictes. En 1931, un bûcheron du nom d'Andrew Clock s'aventura dans les bois, enfreignant la règle tacite qui voulait que l'on ne s'approche pas de la lisière de la forêt. Comme il n'est pas revenu, ses amis organisent des recherches dans l'espoir de le retrouver vivant. Vous savez, quelle que soit jamais l'épreuve que vous donnez à la communauté scientifique, elle n'y croira pas tant que, comme je l'ai dit, elle n'aura pas fait d'autopsie. Ou une nécropsie s'il s'agit d'un animal. Ce qu'ils ont découvert les a horrifiés. Le corps de Clock gisait mutilé, la tête écrasée par son propre traîneau, si lourd qu'aucun homme n'aurait pu le déplacer seul. C'est les fidèles chiens qui, tirés dans le traîneau, ont été retrouvés déchiquetés à proximité, et le traîneau lui-même a été jeté loin du lieu du crime. Les hommes qui ont trouvé la dépouille de Clock n'avaient que des mots à la bouche, incapables de comprendre le spectacle cruel qui s'offrait à eux. Quel genre de créature avait pu faire cela? Le sort de Clock est un rappel glaçant de l'existence d'un prédateur invisible, tapi dans la forêt, dont la puissance et la férocité sont incroyables. La mort de Clock, face à face avec le monstre, rendit la ville tendue. Peu après, un autre habitant, Tom Larson, est allé couper du bois pour fabriquer des pièges à poissons. Alors qu'il travaille sur la berge, il aperçoit quelque chose qui lui glace le sang. Sur la berge se tenait une énorme créature velue. Elle était trop grande et trop bestiale pour être humaine, mais elle le regardait avec une intelligence troublante. Larson, se sentant anormalement poussé à agir, se précipite chez lui pour prendre son fusil. De retour sur la plage, il vise la créature et appuie sur la gâchette. Mais en fermant les yeux, il est paralysé, incapable d'appuyer sur la gâchette. La créature le poursuit du regard et Larson ne peut que la regarder s'éloigner lentement dans la forêt. Bien que Larson n'ait pas tiré, sa rencontre n'a laissé aucun doute aux habitants de la ville. La créature existait bel et bien et elle devenait de plus en plus audacieuse. Non contente de rôder dans les forêts, la créature commence à s'attaquer aux humains. De nombreux autres groupes sont apparus, désireux de prouver l'existence de cette créature. Vous savez, la curiosité est le moteur de la nature humaine, et si vous êtes toujours à la recherche de quelque chose, vous êtes sûr de le trouver. La mort de Clock semble avoir réveillé quelque chose de primitif chez la créature, quelque chose de vengeur. Peu après, de plus en plus d'habitants de Portlock ont commencé à disparaître sans laisser de traces. Après la mort de Clock et l'apparition de Larson, la peur s'installa à Portlock. On murmurait que les Notonok avaient un esprit de vengeance, comme un tigre qui se souvient d'un braconnier ou un éléphant qui se venge de ceux qui menacent son troupeau. Les Notonok semblaient être rancuniers. Certains villageois ont évoqué l'histoire d'un tigre qui serait apparu à un chasseur, détruisant ses pièges et faisant fuir sa proie. Une créature en colère, prête à attendre son heure pour riposter. D'abord, quelques chercheurs d'or disparurent, mais les habitants pensèrent qu'ils étaient manches partis pour un long voyage d'affaires. Puis, un groupe de chasseurs disparut à son tour, croyant qu'il s'agissait d'une longue expédition. Mais bientôt, un schéma clair se dessine, et chaque disparition rapproche un prédateur invisible du cœur de Portlock. Au début,
Les habitants de Portlock attribuent les disparitions à diverses causes. Mais au fur et à mesure que les corps sont retrouvés dans des conditions de plus en plus horribles, la vérité devient indéniable. Certains corps se sont échoués dans la baie, laissant de profondes marques de griffes et de morsures. D'autres ont été retrouvés mutilés au point d'être méconnaissables, comme s'ils avaient été déchiquetés par quelque chose d'insatiable. Alors que la peur s'empare de la communauté, les Alutiiq tentent de revenir à leurs anciennes règles strictes. Mais aucune précaution ne semble pouvoir arrêter la créature qui a pris goût à la chair humaine. La plupart des habitants commencèrent à accepter la réalité du tuk-tuk, même si certains sceptiques continuaient à croire que les attaques étaient l'âne et l'œuvre d'un ours exceptionnellement intelligent. Leur répartition sur le continent est très similaire à celle des ours noirs. Ils ont les mêmes besoins que le Bigfoot. Mais la découverte d'un cadavre va bientôt tout changer et conforter les esprits les plus sceptiques. Un jour, un cadavre est retrouvé, emporté par les pluies de printanière dans les montagnes. Les restes étaient déchiquetés et démembrés comme aucun ours n'aurait pu le faire. Le message était clair. Quelque chose d'incompréhensible hantait les habitants de Portlock. Le nombre de morts augmente. Les Aléoutiennes tentent par tous les moyens de se protéger. Ils augmentèrent le nombre de gardes et furent encore plus vigilants quant au respect du couvre-feu. Mais rien n'arrête une créature qui semble vouloir les poursuivre jusqu'au bout. Des cadavres ont continué à être trouvés sur les sentiers, au bord des rivières et même dans la baie, souvent si mutilés qu'ils en étaient presque méconnaissables. Selon certaines estimations, pas moins de 3 douzaines de corps ont été retrouvés, et d'innombrables autres ont tout simplement disparu, pour ne plus jamais réapparaître. Les rapports officiels font état d'une quinzaine de disparus, mais les Alutiiq insistent sur le fait que le nombre réel est bien plus élevé. Ils affirment que la façon dont les corps ont été mutilés dépasse le pouvoir de l'ours ou du loup. Les habitants de la ville commencèrent à perdre espoir, et le nombre croissant de victimes finit par rendre la vie à Portlock insupportable. Malgré tous les efforts, la peur envahit la ville et la survie devient de plus en plus improbable. En 1950, les Alutiens ont pris une décision qui allait à l'encontre des plans d'évacuation habituels. Ils sont partis soudainement, presque du jour au lendemain, en essayant de déjouer les plans d'un prédateur astucieux. Toute la ville a été évacuée rapidement et sans avertissement, ne laissant derrière elle qu'un employé de la poste. Cet homme seul, chargé de remplir ses dernières obligations au service de la ville, s'est barricadé à l'intérieur du bureau de poste. Au cours des dernières nuits sinistres, il a rapporté avoir entendu les pas lourds de bipèdes résonner dans les rues vides du village abandonné. Au bout d'un certain temps, même lui a fermé le bureau de poste, laissant Portlock complètement désert. En 1951, on aurait pu penser que la créature, après avoir réussi à chasser les habitants de la ville, se serait retirée dans la nature. Ils sont également très répandus dans les traditions des contes de fées. Mais à la fin des années 1970, les colons sont arrivés et ont eux aussi commencé à rencontrer la créature. Mais la créature semblait avoir développé une faim inextinguible pour les proies humaines. Elle est allée bien au-delà de Portlock. Près de 20 ans plus tard, en 1969, un chasseur s'est rendu dans les bois près de la ville fantôme, dans l'espoir de retrouver des chèvres sauvages. Au lieu de cela, il a été horrifié lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Il a d'abord remarqué des sons subtils, des pas lents et déterminés, et un léger bruissement dans le sous-bois. Mais au bout de quelques instants, ces bruits de pas sont devenus plus rapides et plus forts. Il n'était pas seulement suivi, il était poursuivi. Le chasseur s'éloigna sans oser se retourner lorsqu'un cri strident se fit entendre dans les arbres. La créature le poursuit jusqu'à ce qu'il sorte de la forêt
le cœur battant et l'esprit ébranlé. 5 ans plus tard, en 1973, 3 chasseurs tentaient d'échapper à une tempête à Portlock. À la tombée de la nuit, ils se blottissent l'un contre l'autre, incapables de dormir parce que quelque chose tourne au-dessus de leur campement, grogne et fait des bruits étranges et incompréhensibles. Plus tard, chacun d'entre eux a pu jurer que la créature marchait sur 2 jambes, ses pas mesurés et lourds, suggérant quelque chose d'humain, mais en même temps tout à fait monstrueux. Peu de temps après, un autre groupe de chasseurs a fait une rencontre tout aussi troublante. Alors qu'ils traquaient un élan, ils sont tombés sur des empreintes de pas qui les ont stoppés net. Les empreintes mesuraient plus de 35 cm de long. Elles étaient indéniablement humaines, mais elles étaient trop grandes pour appartenir à un être humain. Les chasseurs ont suivi les empreintes massives, réalisant avec une horreur croissante qu'ils n'étaient pas les seuls à suivre l'élan. Dans la clairière, ils trouvèrent de l'herbe fauchée, preuve d'une lutte acharnée. Les traces de l'élan s'étaient brusquement arrêtées, indiquant que celui qui avait laissé ces empreintes colossales avait gagné. Cette bataille a été examinée par plus de doctorants et d'anthropologues que n'importe quel autre ensemble de données dans l'histoire du Bigfoot. Je pense que c'est Bigfoot, mais quoi qu'il en soit, c'est très grand et très massif. Cependant, les empreintes de pas de type humain continuaient à grimper le long du flanc de la montagne. Quelle que soit la créature qui avait maîtrisé l'élan adulte, ce n'était pas un prédateur ordinaire. C'était quelque chose qui dépassait de loin le monde naturel, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Alors que Portlock entrait dans la légende, les histoires de Néthénoch rappelaient les rencontres effrayantes qui avaient conduit à l'extinction d'une communauté entière. Pour ceux qui se sont aventurés trop près, les leçons de Portlock ont servi à rappeler brutalement qu'il vaut mieux ne pas toucher à certains endroits. L'une des histoires les plus récentes et les plus étranges concernant une créature hantant Portlock remonte à 1990. Un secouriste d'Anchorage a été appelé pour aider un détenu hallutique de 70 ans qui faisait une crise cardiaque à la prison d'Eagle River. Alors que l'ambulancier tente de ramener l'homme à la raison, il essaie de lui faire la conversation en lui racontant ses aventures en plein air. Mais le vieil homme s'était resté silencieux et immobile jusqu'à ce que l'ambulancier mentionne avec désinvolture qu'il avait déjà chassé dans les bois près de Portlock. L'effet a été immédiat. Le vieil homme se lève d'un bond et saisit l'ambulancier par la chemise, les yeux écarquillés d'horreur. « Vous avez vu ça? Cela vous a-t-il dérangé ?» demande-t-il encore et encore, alors même que les gardes tentent de le retenir. Sa peur était palpable, et tandis qu'on l'emmenait, sa voix résonnait dans le couloir, répétant cette question obsédante. « Vous avez vu ça ?» Bien que les histoires d'un prédateur monstrueux aient captivé l'imagination, tout le monde n'est pas convaincu. Certains affirment que les mystérieux malheurs de Portlock peuvent s'expliquer par des causes plus terre-à-terre. Par exemple, les corps mutilés attribués au Néthénoch pourraient bien avoir été victimes d'attaques d'ours. Après tout, on sait que les ours se tiennent sur 2 pattes et qu'ils peuvent avoir une apparence faussement humanoïde sous certains éclairages. Un ours noir peut être grand et noir et marcher sur ses 2 pattes arrière. Mais cet animal semble être un quadrupède entièrement fonctionnel, marchant régulièrement sur ses pattes arrière. Or, les ours ne marchent ni sur leurs pattes hautes que sur de courtes distances. De plus, cet animal semble avoir un museau beaucoup plus plat que celui d'un ours, qui est beaucoup plus pointu. Bien que les habitants de la région insistent sur le fait qu'aucun ours n'aurait pu causer de tels dégâts, les sceptiques affirment qu'un ours particulièrement agressif aurait pu être le coupable. C'est ce qui est arrivé à Andrew Clock, un bûcheron retrouvé la tête brisée.
Les locaux pensaient que sa mort était due à une attaque de Néthénoch. Les sceptiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un accident tragique. Clock a pu se cogner la tête contre une branche d'arbre ou avoir une crise d'épilepsie qui peut entraîner une désorientation des mouvements. En effet, la communauté a déjà connu des cas comme celui du footballeur saoudien Abdulrahman Al-Shoabi, qui, après avoir été frappé au cou pendant un match, s'est levé et a erré sans but à cause d'une crise d'épilepsie. Jusqu'à 30 personnes ont disparu à Portlock au fil des ans, et leur mort a souvent été attribuée aux conditions dangereuses et aux métiers à risque associés à la pêche, à l'exploitation forestière et à la chasse. De nombreux sceptiques assurent que les restes mutilés trouvés le long des rivières et dans la baie sont l'œuvre de simples pattes d'ours et non de créatures mythiques. Cependant, les habitants de la région affirment que ce qu'ils ont vu ne ressemble à aucune attaque de prédateurs connue. Au milieu du XXe siècle, la légende de Néthénoch s'est solidement ancrée dans le folklore local et s'est répandue dans tout l'Alaska. Certains pensent que les histoires de créatures bipèdes se cachant dans la nature sont exagérées ou fictives, mais d'autres pensent que de telles histoires ne sont pas nées du néant, surtout si l'on considère une découverte inhabituelle à Portlock qui défie toute explication logique. Les forestiers et les habitants de la région ont trouvé à plusieurs reprises des arbres déracinés et replacés dans le sol à l'envers. Le spectacle est si étrange que même les sceptiques ont du mal à trouver une explication rationnelle. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un ouragan rare, mais de nombreux habitants attribuent ces phénomènes uniquement à Néthénoch. Et pour ceux qui croient en cette légende, une question importante se pose. Si Néthénoch n'était qu'un ours, pourquoi les habitants n'ont-ils pas essayé de l'abattre, mais ont-ils au contraire quitté précipitamment leur maison? La loi de l'Alaska permet de se défendre contre les animaux qui constituent une menace pour la vie et les biens. Mais au lieu d'organiser une partie de chasse, tout le village a quitté Portlock en 1950, pratiquement du jour au lendemain. Certains pensent que la communauté essayait de se montrer plus maligne qu'une bête dangereuse et rusée qui pourrait se venger des tentatives d'attaque. Je pense que le Bigfoot est trop intelligent pour rester dans les bois pendant la chasse, déclare un chasseur local. C'est au printemps et à l'automne que les rapports d'observation sont les plus fréquents. Quand il y a beaucoup de gens armés dans la forêt, c'est comme s'ils disparaissaient. Cependant, d'autres habitants, comme Sally Ash, avancent une explication différente. Selon elle, ce ne sont pas les monstres qui les ont poussés à quitter Portlock, mais les meilleurs de perspective, économiques, les écoles de qualité et les infrastructures des communautés voisines telles que Nanwalek et Seldovia. Ce point de vue est cohérent avec une période de développement actif dans la région, au cours de laquelle de nombreuses personnes se sont installées dans des villes prospères. Toutefois, le point de vue de Madame Ash est contredit par le témoignage de sa cousine, Melania Kell. Dans une interview accordée en 2009 au Homer Tribune, Melania Kell a ouvertement déclaré que les Alutiens avaient quitté Portlock à cause des attaques des Néthénoch. Ces affirmations n'ont fait qu'attiser l'intérêt pour cette histoire mystérieuse. Ash a par la suite réfuté les propos de Kell, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas eu de meurtre. En même temps, elle a admis avoir vu Néthénoch elle-même, mais a minimisé son rôle dans le destin du village. Si Néthénoch n'était pas une menace, pourquoi les villageois appliquaient-ils strictement les règles et évitaient-ils de sortir dans le brouillard? Et s'il était inoffensif, pourquoi Ash conseille-t-il vivement aux touristes de rester silencieux et discrets dans ces régions? Ces avertissements contradictoires et ces légendes sinistres nous amènent à nous demander si la réalité n'est pas plus sombre que les sèches explications sur les migrations économiques.
Est-il possible que Nantenok ne soit pas un ours, mais quelque chose de plus mystérieux? Certains pensent qu'il pourrait être apparenté au géant mythique dont on parle dans les îles Salomon. La description est similaire. Stature énorme, déplacement sur 2 jambes, force inhumaine. Si ces hypothèses sont vraies, une question encore plus troublante se pose. Que cachent d'autres les coins les plus reculés de notre planète? Le mystère de Portlock reste un voile qui remplit les cœurs de peur. Les légendes de la bête dans la brume et les récits effrayants de ceux qui ont osé s'approcher de l'endroit ne laissent qu'un seul souvenir. Portlock est une terre d'ombre, une terre inconnue. Qu'en pensez-vous? La créature mythique pourrait-elle être réelle? Ou Portlock n'est-il qu'un lieu où la peur et l'imagination se sont entremêlées? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour être le premier à connaître les nouvelles histoires mystérieuses. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochains épisodes où d'autres mystères et énigmes nous attendent.